Un simple chauffeur routier transporte une remorque vide pour une belle somme d'argent, mais au milieu de la nuit, il entend des coups provenant de l'intérieur. En ouvrant la porte, il découvre quelque chose qui changera sa vie à jamais. Mafia internationale, corruption, menace contre sa famille ou tout cela pour un seul choix, rester humain ou fermer les yeux. Jean-Pierre Martin a démarré le moteur de son camion Renault à 6h15 du matin, alors que l'obscurité de février n'était pas encore diluée par la grisaille de l'aube. L'air glacial brûlait les poumons, et le métal de la cabine était couvert d'une épaisse couche de givre qui crissait sous ses doigts tandis qu'il nettoyait les rétroviseurs. En 25 ans de métier comme routier, il s'était habitué à ces matins rudes, impitoyables, exigeant un engagement total de l'homme et de la machine. La veille, le dispatcher, Philippe Girard, lui avait proposé une course impossible à refuser. 15 000 € pour convoyer une remorque frigorifique vide de Calais à Lyon. Le tarif habituel pour un tel trajet ne dépassait pas 5 000 €, mais le client était soi-disant pressé et prêt à payer un supplément pour l'urgence. L'argent proposé était astronomique, surtout pour la famille Martin, où chaque centime comptait. Sa femme, Françoise, était à l'hôpital régional après une opération complexe du cœur. Les médecins insistaient sur un traitement coûteux dans une clinique parisienne, sa seule chance de guérison complète. L'assurance ne couvrait qu'un tiers des frais, le reste devait être trouvé par leurs propres moyens. Leur fille, Chloé, était en dernière année d'université, préparant son mémoire. Elle ne pouvait pas travailler. Tout le fardeau des soucis familiaux reposait sur les épaules de Jean-Pierre. Quand Philippe Girard a annoncé le montant des honoraires, Jean-Pierre a eu le souffle coupé. C'était presque 3 mois de son salaire. Cela suffirait pour le traitement de Françoise, et il en resterait encore pour vivre. Il n'a pas posé de questions superflues, bien qu'une petite voix intérieure lui murmurait que cette générosité était suspecte. Le besoin avait étouffé la prudence. Les documents semblaient impeccables. Un bon de livraison officiel, des cachets, des signatures. La cargaison était désignée comme un retour d'équipement frigorifique après le transport de fruits de mer. Le client, une société de transport respectable, Transit Express, avec une bonne réputation sur le marché. L'itinéraire était standard, bien connu. En apparence, un travail ordinaire, juste extraordinairement bien payé. Jean-Pierre a reçu une avance de 5 000 € en espèces, dans une enveloppe blanche. L'argent était authentique, les billets neufs crissaient sous ses doigts. Il les a immédiatement emmenés à l'hôpital, les a transmis à Françoise par l'intermédiaire d'une infirmière. Sa femme était ravie. Pour la première fois depuis de longs mois de maladie, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Maintenant, assis dans la cabine glacée de son camion, Jean-Pierre planifiait mentalement comment il dépenserait le reste de la somme. La majeure partie pour le traitement de sa femme, un peu d'argent de côté pour les coups durs, et un petit quelque chose pour sa fille pour son diplôme et les débuts de sa vie professionnelle. Des plans simples d'un homme simple qui gagne honnêtement sa vie par un dur labeur. La remorque était bien vide. Jean-Pierre l'avait personnellement vérifié la veille. Le groupe frigorifique était éteint. À l'intérieur, des parois métalliques, un revêtement et un sol propre. Les scellés étaient intacts, les serrures en bon état. Tout était comme il se doit pour le transport d'un véhicule à vide. Une fois sur l'autoroute A26, Jean-Pierre a allumé la radio CB. Ses collègues discutaient, se plaignant des routes, partageant les nouvelles, s'avertissant des contrôles de la gendarmerie. Le fond sonore habituel de la vie sur la route, qui égayait la solitude du long trajet. Il s'était préparé pour une longue route, avec un thermos de café et des sandwichs, et avait fait le plein. Le temps était exécrable, blizzard, verglas, visibilité limitée. De telles conditions exigeaient une concentration maximale. Un contrôle permanent de la situation sur la route. Jean-Pierre a réduit sa vitesse, allumé les feux de brouillard, et s'est préparé à un voyage difficile. Les 350 premiers kilomètres se sont déroulés sans incident. La route était relativement dégagée. Il croisait principalement d'autres routiers comme lui, et quelques voitures. Jean-Pierre pensait à sa maison, à sa femme, faisait des plans pour l'avenir. Une fois Françoise guérie, il rêvait depuis longtemps d'aller dans le sud, au bord de la mer, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Mais quelque part après Reims, quelque chose a changé. Au début, ce n'était qu'une vague anxiété, le sentiment d'être suivi. Jean-Pierre a vérifié plusieurs fois ses rétroviseurs, mais la route derrière lui était vide. Puis des bruits étranges ont commencé à provenir de la remorque. D'abord à peine audibles, puis de plus en plus distincts. Quand il a entendu le premier coup, son cœur a raté un battement.
3 coups sur la paroi métallique, une pause, puis 3 autres coups. Le rythme était trop régulier pour être accidentel, trop insistant pour être un simple bruit de la route. Jean-Pierre a compris, sa remorque vide contenait quelque chose qui ne devrait officiellement pas s'y trouver. Et c'est alors qu'il a réalisé que ses honoraires n'étaient pas le paiement pour un simple transport, mais pour toute autre chose. Pour quelque chose qui pourrait détruire sa vie et mettre en danger la sécurité de sa famille. Les coups dans la remorque s'intensifiaient à chaque kilomètre. Ce qui au début pouvait être pris pour le grincement du métal gelé ou le bruit des aspérités de la route résonnait maintenant de manière claire et intentionnelle. Jean-Pierre a ralenti, écoutant attentivement les sons venant de l'arrière. Le rythme était inchangé. 3 coups, une pause de quelques secondes, et de nouveau 3 coups. Quelqu'un frappait de l'intérieur. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête comme des oiseaux en cage. La remorque vide n'était pas vide. Quelqu'un l'avait trompé, l'utilisant comme un instrument aveugle dans un jeu inconnu. Jean-Pierre s'est remémoré tous les détails de la veille, la nervosité de Philippe Girard en lui remettant les documents, sa hâte à expliquer les détails de l'itinéraire, sa façon d'éviter son regard. Maintenant, cette nervosité prenait un sens sinistre. Il a essayé de contacter le dispatcher par radio, mais n'a entendu que des parasites en réponse. Son téléphone portable affichait un signal faible. Une seule barre, qui apparaissait et disparaissait. Dans ses coins reculés, la connexion avait toujours été instable, mais l'impossibilité de joindre qui que ce soit était particulièrement effrayante à cet instant. Les coups devenaient de plus en plus insistants. Maintenant, ils ne venaient pas seulement de l'arrière, mais aussi des côtés de la remorque. Comme si les personnes à l'intérieur se déplaçaient, essayant d'attirer l'attention. Jean-Pierre a imaginé le pire scénario, des gens en train de geler, enfermés dans une boîte de fer sans chauffage par un froid de moins 15 degrés Celsius. À une telle température, une personne ne pouvait survivre dans un local non chauffé plus d'une journée. Sa conscience le tourmentait autant que la peur. S'il y avait vraiment des gens dans la remorque, chaque minute de retard pouvait leur coûter la vie. Mais s'arrêter et vérifier signifiait assumer la responsabilité de conséquences inconnues. Jean-Pierre ne savait pas qui étaient ces gens, comment ils étaient entrés dans sa cargaison, ce qu'ils attendaient de lui. Il s'est souvenu des récentes nouvelles sur les migrants clandestins transportés à travers la frontière dans des camions. Plusieurs personnes étaient mortes d'asphyxie et d'hypothermie. Leur mort n'avait laissé personne indifférent, mais les organisateurs du transport n'avaient jamais été punis. Étaient-ils tombés dans un stratagème similaire? L'idée d'être devenu le complice involontaire d'un trafic d'êtres humains lui a donné la nausée. Jean-Pierre a arrêté le camion sur le bas-côté, est sorti de la cabine et a respiré l'air glacial pendant quelques minutes, essayant de se calmer et de réfléchir à la situation. Les coups avaient cessé. Dans le silence qui s'ensuivit, on n'entendait que le vent et le bruit lointain des rares voitures sur l'autoroute. Peut-être avait-il tout imaginé. Peut-être que la fatigue et le stress dû à la maladie de sa femme lui jouaient un mauvais tour. Jean-Pierre s'est approché de la remorque, a collé son oreille contre la paroi métallique froide. Quelques secondes. Silence. Puis il a distinctement entendu des voix étouffées, des bruissements, la respiration lourde de quelqu'un. Il n'y avait plus de doute. Il y avait des êtres vivants à l'intérieur. Il est retourné dans la cabine, a pris son téléphone et a commencé à composer frénétiquement le numéro des services d'urgence. Le signal est apparu pendant quelques secondes, mais la connexion n'a pas pu être établie. L'appel a été interrompu. Jean-Pierre savait qu'il devait se rendre à la prochaine agglomération, mais chaque minute pouvait être critique pour les personnes dans la remorque. C'est alors qu'il a pris une décision qui a changé sa vie à jamais. Jean-Pierre a sorti un pied de biche de sa cabine, s'est approché des serrures de la remorque et a commencé à les forcer. Les scellés ont cédé avec un bruit sec, les serrures résistaient, le métal étant saisi par le gel. Quand la porte de la remorque s'est ouverte, un nuage de vapeur s'en est échappé. À l'intérieur, il faisait un peu plus chaud que dehors, mais toujours bien en dessous de zéro. À la faible lueur de sa lampe de poche, Jean-Pierre a vu ce qu'il craignait le plus, un groupe de personnes, blottis dans le coin le plus éloigné de la remorque. Ils étaient 11. Des hommes et des femmes d'âge différents, vêtus de vêtements légers, totalement inadaptés à l'hiver français. Tous tremblaient de froid, certains tenaient à peine debout, épuisés. L'un des hommes, apparemment le plus âgé du groupe, a dit quelque chose dans une langue inconnue, dans laquelle Jean-Pierre a décelé des notes de gratitude et de supplication. Sans perdre de temps, il a sorti son téléphone et a commencé à composer le numéro des secours. Cette fois, la connexion était stable. Service d'urgence,
dit une voix féminine calme. Il y a des gens dans ma remorque, dit Jean-Pierre, s'efforçant de parler clairement malgré son agitation. Ils sont en train de geler. Autoroute A6, entre Auxerre et Dijon, environ au kilomètre 480. Venez vite, ils ont besoin d'une aide médicale. L'opératrice a demandé des détails, a noté les coordonnées, et a promis que les secours arriveraient dans une demi-heure. Jean-Pierre a raccroché et a regardé les gens dans la remorque. Il le regardait avec espoir, et il a compris qu'il avait fait la seule chose juste, même si cela devait détruire sa propre vie. En attendant l'arrivée des services de secours, Jean-Pierre a fait tout son possible pour aider les personnes frigorifiées. Il a sorti de sa cabine son thermos de thé chaud, a distribué tout ce qu'il avait à manger, sandwichs, biscuits, bonbons. Il a allumé le chauffage dans la cabine et y a fait entrer à tour de rôle les plus affaiblis pour qu'ils se réchauffent un peu. La barrière de la langue était là, mais il était facile de comprendre qu'il s'agissait de migrants clandestins en transit sur le territoire français vers les pays de l'Union européenne. D'après des bribes de mots, des gestes et des documents que l'homme plus âgé lui montrait, Jean-Pierre a compris que le groupe était composé de 9 réfugiés d'Afghanistan et de Syrie. Ils avaient tous payé d'énormes sommes d'argent, pour leur pays, pour être conduits en Norvège ou en Suède, où ils espéraient obtenir le statut de réfugiés. Le bus confortable et chauffé qu'on leur avait promis s'est avéré être une boîte métallique froide, où ils avaient déjà passé près de 2 jours, presque sans nourriture ni eau. Plusieurs personnes étaient proches de l'engelure. Une femme commençait à présenter des symptômes de pneumonie. Encore un peu, et il y aurait pu y avoir des victimes. Jean-Pierre regardait ces gens et ressentait un mélange de compassion et de rage. Compassion pour ceux qui fuyaient la guerre et la misère, risquant leur vie pour une chance illusoire d'un avenir meilleur. Rage contre ceux qui exploitaient le désespoir humain pour leur profit, transformant les gens en marchandises que l'on pouvait négliger au nom du gain. Les premiers à arriver sur les lieux furent les gendarmes, 2 équipages avec gyrophares et sirènes. Puis sont arrivées les ambulances, suivies d'un camion de pompiers avec du matériel pour réchauffer les victimes. Le dernier à apparaître fut un 4x4 noir sans insigne, d'où sont sortis 2 hommes en civil, des représentants de la direction régionale de la DGSI. Le chef du groupe, le commandant André Rocher, était un homme d'une 40aine d'années, avec un regard perçant et le visage fatigué de quelqu'un qui en avait beaucoup vu au cours de ses années de service. Il a écouté attentivement le récit de Jean-Pierre sur la découverte des personnes dans la remorque, a examiné les documents de transport, et a passé quelques appels radio. Pendant ce temps, les médecins prodiguaient les premiers soins aux victimes. Tous ont été enveloppés dans des couvertures chaudes, on leur a donné du thé chaud. Les plus faibles étaient préparés pour être transportés à l'hôpital. L'état des personnes était sérieux, mais les cas critiques avaient été évités grâce à une aide opportune. Les documents de transport sont des faux, a annoncé le commandant Rocher après consultation avec des spécialistes. La société Transit Express existe, mais cette commande n'est pas dans leur système. Le bon de livraison est une contrefaçon. Jean-Pierre a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il était victime d'escrocs qu'il avait utilisés comme transporteur involontaire de marchandises humaines. Il devait maintenant prouver son innocence et expliquer comment il s'était retrouvé impliqué dans cette histoire. Vous comprenez la gravité de la situation ? A demandé le commandant. Le transport illégal de migrants est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Je ne savais pas qu'il y avait des gens dans la remorque, a vivement protesté Jean-Pierre. On m'a dit que je transportais du matériel vide. C'est ce que vous devrez prouver lors de l'enquête. Rocher a expliqué que Jean-Pierre était le principal témoin dans une affaire criminelle de traite d'êtres humains et d'organisation de l'immigration clandestine. Son témoignage serait crucial pour démanteler le réseau criminel et arrêter les organisateurs. Jusqu'à la fin de l'enquête, il n'avait pas le droit de quitter la région sans en informer les enquêteurs. La remorque a été mise sous scellé pour une expertise criminelle. Jean-Pierre a reçu une attestation de saisie de la cargaison et une convocation pour se présenter le lendemain à la direction régionale de la police judiciaire pour une déposition détaillée. Il est rentré chez lui avec son Renault vide, profondément secoué par les événements. Au lieu de la joie d'une course bien payée, il faisait face à la perspective de poursuites pénales et d'interrogatoires. Au lieu d'argent pour le traitement de sa femme, il devrait dépenser pour un avocat. Sur le chemin du retour, Jean-Pierre a tenté à plusieurs reprises de joindre Philippe Girard, mais le téléphone du dispatcher était éteint. Personne ne répondait au bureau de la société de transport. Il devenait clair qu'il avait été piégé de manière professionnelle et méticuleuse. Mais ce qui tourmentait le plus Jean-Pierre, c'était la pensée des personnes qu'il avait involontairement exposées à un danger mortel.
si les coups dans la remorque n'avaient pas attiré son attention, s'il était arrivé à destination sans vérifier la cargaison, ces gens auraient pu mourir de froid, et leur mort aurait pesé sur sa conscience, même s'il ignorait leur existence. Maintenant, ces 11 personnes étaient sauvées, recevaient des soins médicaux, et leur sort serait décidé par les services compétents. Quant à lui, il devrait s'expliquer avec la loi et prouver qu'il n'était qu'un pion entre les mains de vrais criminels. Le lendemain matin, Jean-Pierre s'est présenté à la direction régionale de la police judiciaire le cœur lourd et avec de vagues pressentiments. Il avait passé une nuit presque blanche, rejouant mentalement les événements des derniers jours, essayant de comprendre à quel moment il aurait pu soupçonner quelque chose. Tous les détails semblaient plausibles. Une entreprise solide, des documents officiels, une explication raisonnable pour le paiement élevé. Le bâtiment l'a accueilli avec une atmosphère administrative. De longs couloirs aux murs délavés, une odeur de bureau et de désinfectant, des visages renfrognés d'employés se pressant à leurs affaires. Jean-Pierre se sentait mal à l'aise entre ces murs, bien qu'il soit formellement un témoin et non un suspect. L'affaire a été confiée à l'inspecteur Luc Moreau. Un homme d'une quarantaine d'années avec des yeux marrons attentifs et des manières calmes. Son bureau était meublé de façon standard, un bureau en métal, des chaises, un coffre-fort, des étagères remplies de dossiers. Au mur, des portraits des directeurs du service et des panneaux avec les photos des criminels recherchés. L'interrogatoire a duré plusieurs heures. Moreau a méthodiquement éclairci toutes les circonstances de l'obtention de la commande, les détails de l'itinéraire, l'heure et le lieu de la découverte des personnes dans la remorque. Chaque réponse de Jean-Pierre était enregistrée et consignée dans un procès-verbal. L'inspecteur était correct, mais insistant. Il revenait aux mêmes questions, vérifiant la crédibilité des témoignages. « Parlez-moi plus en détail du dispatcher qui vous a proposé cette course », a demandé Moreau. « Philippe Girard travaille dans notre entreprise depuis environ 6 ans. Un homme de famille, 2 enfants. Jamais eu de problème avec lui avant, il donnait toujours des commandes honnêtes. Et ne vous a-t-il pas semblé étrange que le paiement soit 3 fois supérieur à la normale ?» Jean-Pierre a honnêtement parlé de la maladie de sa femme, de la nécessité de trouver de l'argent pour son traitement, du fait que le besoin l'avait poussé à accepter sans poser de questions. Moreau a hoché la tête avec compréhension. Il avait déjà rencontré des histoires similaires dans sa pratique. « Je comprends votre situation. Malheureusement, les criminels exploitent souvent les circonstances difficiles des gens pour les impliquer dans des activités illégales. » Après l'interrogatoire, Jean-Pierre a été informé des éléments du dossier. Il s'est avéré que son cas n'était pas unique. Au cours des 6 derniers mois, 3 incidents similaires avaient été enregistrés dans les régions voisines. Le même schéma était utilisé partout, faux documents, paiements généreux, chauffeurs crédules. Nous avons affaire à un groupe criminel organisé, a expliqué l'inspecteur. Il s'occupe du passage de migrants clandestins depuis plusieurs années. Leur zone d'activité couvre plusieurs régions de France et des pays voisins. Jean-Pierre est sorti du bureau de l'inspecteur avec des sentiments contradictoires. D'une part, sa version de l'innocence avait été prise au sérieux, son témoignage jugé crédible. D'autre part, il était clair qu'il était au centre d'une affaire criminelle majeure, où il devrait jouer le rôle de témoin clé. De mauvaises nouvelles l'attendaient à la maison. Sa fille Chloé a appelé de l'université en larmes. Quelqu'un avait répandu la rumeur que son père avait été arrêté pour traite d'êtres humains. Ses camarades de classe l'évitaient, les professeurs le regardaient de travers. Jean-Pierre a tenté d'expliquer la situation, mais il comprenait que la boue commençait déjà à coller à sa famille. À l'hôpital, l'état de Françoise s'est aggravé après avoir appris ce qui s'était passé. Les médecins parlaient d'une réaction de stress qui avait affecté négativement son cœur. Sa sortie prévue a été reportée à une date indéterminée. Le soir, un inconnu a appelé Jean-Pierre. La voix était rauque avec un léger accent. « Jean-Pierre Martin, nous devons nous rencontrer. Nous avons une proposition que vous ne pourrez pas refuser. » Qui est à l'appareil ? Des gens qui peuvent résoudre vos problèmes ou en créer de nouveaux. On a raccroché. Jean-Pierre a compris que ce n'était que le début. Les organisateurs du réseau avaient appris l'échec de l'opération et allaient maintenant essayer de le faire taire, soit par des menaces, soit par la corruption. Il a immédiatement contacté l'inspecteur Moreau et lui a parlé de l'appel. Celui-ci a pris l'information au sérieux. « À partir de maintenant, vous pourriez faire l'objet de pression de la part des criminels, a prévenu Moreau. Nous assurons la protection de votre famille, mais vous devez nous signaler tout contact suspect. » Un dispositif d'enregistrement a été installé sur le téléphone de Jean-Pierre.
Sa maison a été placée sous la surveillance d'agents opérationnels. La vie normale était terminée. Une existence sous contrôle et dans la peur constante commençait. La nuit, Jean-Pierre est resté éveillé, pensant à la façon dont une seule mauvaise décision pouvait détruire toute une vie. Il voulait aider sa famille, gagner de l'argent pour le traitement de sa femme, et au final, il avait mis en danger la sécurité de tous ses proches. Il devait maintenant traverser une épreuve qui pourrait s'avérer plus forte qu'eux. Les menaces ne se sont pas fait attendre. Le lendemain de la conversation avec l'inconnu, Jean-Pierre a trouvé une note sous les essuie-glaces de son Renault « Pense à ta famille ». Le temps presse. Le soir, quelqu'un a sonné à la porte, mais quand Jean-Pierre a regardé par le Judas, le couloir était vide. Sur le paillasson se trouvait une enveloppe avec des photos de sa fille, prises par une caméra cachée près de l'université. L'inspecteur Moreau a pris les menaces au sérieux. La protection a été renforcée. Une voiture banalisée était désormais en faction près de la maison, et Chloé était accompagnée d'un agent en civil. À l'hôpital, un garde est également apparu devant la chambre de Françoise, officiellement enregistrée comme aide-soignant. Pendant ce temps, l'enquête progressait. Le dispatcheur Philippe Girard a été arrêté alors qu'il tentait de se cacher en Belgique. Sous la pression des preuves, il a commencé à faire des aveux, révélant le fonctionnement du groupe criminel. Il s'est avéré que les organisateurs opéraient à grande échelle et de manière professionnelle. Ils avaient des contacts aux douanes, à la police des frontières, dans les entreprises de transport. En 2 ans, plusieurs centaines de migrants clandestins avaient été passés en Europe par ce canal, rapportant des millions d'euros. Jean-Pierre avait été spécialement choisi comme exécutant, un homme de famille, ayant besoin d'argent, avec une réputation irréprochable. De telles personnes sont faciles à acheter avec un paiement généreux et, en cas de problème, à présenter comme des victimes innocentes des circonstances. Le plan était pensé dans les moindres détails. Le chef du groupe est un certain Vincent Garnier, a informé Moreau. Un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs sociétés de transport, menant officiellement une activité légale, mais coordonnant en parallèle le passage des clandestins. Garnier s'est avéré être un adversaire insaisissable. Au premier signe de l'échec de l'opération, il a disparu, laissant ses subordonnés gérer les conséquences. Sa villa dans la banlieue parisienne était vide. Ses comptes en banque étaient vidés, ses téléphones portables éteints. Pendant ce temps, la pression sur la famille de Jean-Pierre s'est intensifiée. Sa fille a commencé à recevoir des messages menaçants sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a peint le mot traître sur la porte de leur appartement. Les voisins ont commencé à les éviter. Une atmosphère de suspicion s'est installée dans l'immeuble. Le point culminant a été un incident à l'hôpital. On a offert à Françoise un bouquet de fleurs, soi-disant de la part de patients reconnaissants. À l'intérieur du bouquet se trouvait une note « Rétablissez-vous vite ». Les morts n'ont pas besoin de traitement. Le garde a interpellé le livreur, mais il s'est avéré être une personne lambda, engagée via une petite annonce. Moreau a proposé une solution radicale, le programme de protection des témoins. Votre famille est en danger, a-t-il expliqué. Ces gens ne reculeront devant rien pour vous faire taire. Nous pouvons vous fournir de nouveaux papiers, un déménagement dans une autre ville, un emploi. Et en échange, une coopération active avec l'enquête, la participation à des opérations pour l'arrestation du chef du groupe. Jean-Pierre hésitait. Accepter signifiait brûler définitivement les ponts, changer pour toujours la vie de toute sa famille. Refuser, c'était condamner ses proches à un danger constant. La décision a été prise par Françoise. Malgré sa faiblesse après l'opération, elle avait gardé sa lucidité et sa force de caractère. Si nous reculons, ils continueront de détruire des vies, a-t-elle dit. Accepte. Mieux vaut que nous commencions une nouvelle vie plutôt que de passer le reste de nos jours à regarder par-dessus notre épaule. Chloé a d'abord protesté. Elle devrait abandonner ses études, se séparer de ses amis, tout recommencer dans un endroit inconnu. Mais peu à peu, elle a compris qu'il n'y avait pas d'alternative. Jean-Pierre a accepté de coopérer. Le plan était le suivant, les agents, se faisant passer pour de nouveaux clients, contacteraient Garnier, et Jean-Pierre jouerait le rôle du chauffeur prêt pour de nouveaux transports en échange d'une récompense généreuse. L'opération sera menée sous contrôle total, a assuré Moreau. Nous garantirons votre sécurité. La préparation de l'opération a pris plusieurs jours. Jean-Pierre a été formé aux règles de conduite, équipé de matériel d'enregistrement caché, et divers scénarios ont été répétés.
Une équipe de couverture devait se trouver à proximité et intervenir au premier signal. Le jour de la rencontre approchait. Jean-Pierre comprenait que le succès de cette opération dépendait non seulement du sort des criminels, mais aussi de la sécurité de sa famille. Une erreur pouvait coûter la vie. Une semaine avant l'opération prévue pour l'arrestation de Garnier, l'affaire a pris une tournure inattendue. Lors d'une nouvelle perquisition à l'appartement de Jean-Pierre, menée soi-disant sur la base d'un signalement anonyme de détention de drogue, une grosse somme d'argent a été découverte, 80 000 €, soigneusement emballée dans un sac de sport. « Ce n'est pas mon argent », a protesté Jean-Pierre. Quelqu'un l'a déposé là. Mais le nouvel enquêteur, le commandant Fournier, qui avait soudainement remplacé Moreau, a accueilli ces paroles avec scepticisme. Moreau avait été retiré de l'affaire, soi-disant pour une violation de procédure, bien qu'aucune accusation concrète n'ait été formulée. « Nous avons des témoins qui vous ont vu apporter des sacs lourds à la maison », a froidement déclaré Fournier. « Et des documents sur des virements bancaires sur vos comptes. » Jean-Pierre était abasourdi. Il voyait ces documents pour la première fois, des relevés montrant des rentrées d'argent régulières au cours des 6 derniers mois. Les sommes étaient petites, de 100 à 500 €, mais au total, elles constituaient un montant impressionnant. « Quelqu'un a créé de faux documents », a insisté Jean-Pierre. « Je n'ai jamais reçu cet argent. Nous pensons que vous étiez de mèche avec les organisateurs du transport depuis le début », a déclaré Fournier. L'histoire de la découverte fortuite de personnes dans la remorque n'est qu'une mise en scène, jouée après que l'opération a mal tourné. L'avocat que Françoise avait engagé avec les dernières économies de la famille était alarmé par la tournure des événements. Maître Antoine Sorel, un juriste âgé avec une grande expérience de la défense dans les affaires pénales, ne cachait pas la gravité de la situation. « Un dossier d'accusation solide est en train d'être monté contre vous », a-t-il prévenu. « L'argent, les documents bancaires, les témoignages. Si cela va au tribunal, vous risquez une peine de prison ferme. » Des articles sur l'affaire sont apparus dans les médias. Les journalistes avaient d'une manière ou d'une autre eu accès aux matériaux de l'enquête et avaient publié des articles aux titres éloquents, « Le routier trafiquant d'êtres humains prit la main dans le sac » et « Un business familial sur la misère humaine ». L'opinion publique s'est rapidement retournée contre Jean-Pierre. Sur Internet, ces photos sont apparues avec des commentaires insultants. Les voisins exprimaient ouvertement leur mépris. Sa fille pleurait en lisant les messages sur les réseaux sociaux. Il se faisait passer pour un honnête travailleur, mais en réalité, il vendait des gens comme du bétail, chuchotait-on dans les magasins et aux arrêts de bus. À ce moment critique, une aide inattendue est venue du détective privé Jacques Valentin. Ancien officier de la police judiciaire, il avait pris sa retraite et s'était lancé dans la pratique privée. Valentin était spécialisé dans les affaires liées à la corruption au sein des forces de l'ordre. « On vous piège de manière professionnelle », a-t-il déclaré après avoir étudié les matériaux du dossier. Le changement d'enquêteur, l'argent déposé, les faux documents, c'est la signature de personnes qui ont des relations dans le système. Le détective s'est mis au travail sans demander d'avance. En quelques jours, il a réussi à trouver une caméra de surveillance qui avait enregistré 2 inconnus pénétrant dans l'immeuble de Jean-Pierre le jour où l'argent a été découvert plus tard. Les visages sur l'enregistrement étaient masqués, mais le fait de l'intrusion illégale était évident. Valentin a également établi que les virements bancaires provenaient de cartes émises au nom de prête-noms, des sans-abri et des alcooliques qui acceptaient de signer des documents pour une somme modique. Les cartes n'étaient utilisées que quelques mois, puis fermées. Un schéma classique de création de fausses preuves, a expliqué le détective. D'abord, pendant une longue période, ils simulent votre activité criminelle, créent des traces documentaires, puis les utilisent pour vous accuser. Armé de ces données, l'avocat Sorel a obtenu une révision de l'affaire. Le commandant Fournier a été retiré de l'enquête, et l'affaire a été transmise au parquet régional. Jean-Pierre a été libéré sous contrôle judiciaire, mais les problèmes n'étaient pas terminés pour autant. Il est devenu clair que le groupe criminel avait des liens sérieux au sein des forces de l'ordre. C'est pourquoi Moreau avait été écarté de l'affaire et remplacé par le docile Fournier. Garnier payait de grosses sommes pour être couvert, a expliqué Valentin. Il a des gens dans la police, au parquet, peut-être même à la DGSI. Il devenait évident que la lutte serait longue et difficile. Les adversaires utilisaient toutes les méthodes disponibles, des menaces directes à la corruption au sein des autorités. Jean-Pierre se trouvait au centre de ce combat, et son issue était imprévisible. La nouvelle enquêtrice, la lieutenant-colonel Martine Valois, a abordé l'affaire avec la détermination de mettre de l'ordre dans cette situation confuse. Femme d'une 50aine d'années, avec une coupe de cheveux courte et un regard perçant,
elle avait la réputation d'être une employée de principe et incorruptible. C'est pourquoi elle avait été transférée de l'administration centrale pour s'occuper des affaires particulièrement importantes. Valois a méthodiquement étudié tous les matériaux, des premiers documents aux résultats des expertises indépendantes menées par le détective Valentin. Elle a réinterrogé tous les témoins, a fait appel à des experts supplémentaires pour analyser l'argent trouvé et les documents bancaires. Jean-Pierre, il devient évident que vous avez été victime d'une escroquerie complexe, a-t-elle dit lors d'un nouvel interrogatoire. Mais pour démasquer définitivement les coupables, nous avons besoin de votre aide. Valois a proposé de reprendre l'opération d'arrestation de Garnier, mais dans de nouvelles conditions. Selon les services de renseignement, le chef du groupe se trouvait à Nice et se préparait à émigrer. L'enquête avait peu de temps pour l'arrêter sur le territoire français. Nous allons organiser une rencontre contrôlée, a expliqué l'enquêtrice. Sous notre contrôle, le détenu Armand appellera Garnier pour des négociations sur la reprise du transport. Vous serez présenté comme un nouveau chauffeur, prêt à coopérer. Jean-Pierre a accepté, comprenant que c'était le seul moyen de mener l'affaire à son terme et de protéger sa famille. L'opération a été soigneusement planifiée, les meilleurs agents ont été mobilisés, et une couverture technique a été assurée. La rencontre a été fixée au restaurant Le Quai des Anges dans le centre de Nice. La légende était qu'Armand avait trouvé un nouvel exécutant pour un transport urgent d'un groupe de réfugiés afghans en Suède. Garnier devait personnellement évaluer le candidat et donner son accord pour l'opération. La préparation a duré plusieurs jours. Jean-Pierre a été briefé sur son comportement lors de la rencontre, on lui a fourni une couverture, et divers scénarios ont été répétés. Il a été équipé de dispositifs d'enregistrement et de transmission miniature. L'essentiel est de ne pas être nerveux et d'agir naturellement, a conseillé Valois. Nous contrôlerons entièrement la situation. Le jour J, Jean-Pierre et Armand sont arrivés les premiers au restaurant. Ils ont pris une table dans un coin reculé de la salle, d'où l'on pouvait bien voir toutes les entrées. L'équipe de couverture s'est installée aux tables voisines, se faisant passer pour des clients ordinaires. Garnier est apparu à l'heure exacte. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, de taille moyenne, avec une barbe soignée et un costume cher. Il avait l'air d'un homme d'affaires prospère. Rien ne trahissait en lui un chef de la pègre. Il était accompagné de 2 gardes du corps, des hommes costauds en veste de cuir, qui se sont installés aux tables voisines. Garnier a attentivement inspecté la salle, a murmuré quelque chose à ses gardes et s'est approché de la table où attendaient Jean-Pierre et Armand. Armand, a-t-il salué d'un signe de tête, puis il a regardé Jean-Pierre d'un air scrutateur. « C'est le chauffeur dont tu m'as parlé ?»« Oui, Vincent. » Jean-Pierre, un routier expérimenté, d'accord pour travailler à nos conditions. Garnier s'est assis à table, a commandé un café. « De l'expérience dans le transport de cargaison spéciale ? » « Il m'est arrivé d'en faire, » a répondu prudemment Jean-Pierre. « Pour un bon prix, je suis prêt à beaucoup. Nous avons une commande urgente. Un groupe de 14 personnes. Itinéraire Nice-Helsinki. Paiement 100 000 €. Quels sont les risques ? Minimes. Les documents sont rodés, nous avons nos gens à la frontière. La cargaison est déclarée comme des matériaux de construction. » Garnier a sorti son téléphone, a montré quelques photos, un camion, de faux bons de livraison, un plan de l'itinéraire. Chargement demain matin au port. D'ici le soir, vous devriez être sur le ferry. Dans son oreillette, la voix de l'opérateur a retenti, tout est enregistré. Préparez-vous à l'interpellation. Jean-Pierre a hoché la tête. J'accepte les conditions. Quand est-ce que je reçois l'avance ? Maintenant. Garnier a fait un signe de tête à l'un de ses gardes du corps. À ce moment, le groupe d'intervention a fait irruption dans le restaurant. Des agents en gilet pare-balles et armés de fusils d'assaut ont bloqué toutes les sorties. Garnier a tenté de s'enfuir par une porte de service, mais on l'Y attendait déjà. L'arrestation s'est déroulée sans incident. Le chef du groupe et ses gardes du corps ont été arrêtés. L'argent, les documents et les téléphones portables ont été saisis. L'opération s'est achevée sur un succès total. L'arrestation de Garnier a été un tournant dans l'affaire. Sous le poids des preuves et des témoignages de ses complices, le chef du groupe criminel a commencé à faire des aveux, révélant la structure de l'organisation et ses méthodes de travail. L'ampleur de l'activité criminelle a stupéfié même les agents les plus expérimentés. En 3 ans de fonctionnement, plus de 600 migrants clandestins étaient passés par ce réseau. Chacun payait entre 4 000 et 8 000 € pour le passage,
ce qui a rapporté aux organisateurs plus de 3 millions d'euros de bénéfices nets. L'argent était blanchi via un réseau de sociétés écrans et envoyé sur des comptes offshore. Nous avions des gens dans tous les services clés, a avoué Garnier lors de son interrogatoire. Douane, police aux frontières, gendarmerie, même à l'office de l'immigration. Sans cela, un tel business est impossible. L'enquête a établi que le réseau de corruption s'étendait à des dizaines de fonctionnaires de différents niveaux. Certains recevaient un salaire fixe, d'autres un pourcentage sur chaque opération réussie. Le système était réglé comme une horloge et rapportait un profit stable à tous les participants. Jean-Pierre a donné un témoignage détaillé sur toutes les circonstances de sa participation au stratagème. Ces déclarations ont pleinement confirmé la version selon laquelle il était une victime involontaire d'escroc. Utilisé comme simple exécutant. Les chauffeurs étaient choisis selon des critères précis, expliquait Garnier. Des pères de famille, ayant besoin d'argent, avec une réputation irréprochable. De telles personnes sont faciles à acheter avec un paiement généreux et, en cas d'échec, à présenter comme des innocents. Le détective Valentin a continué à rassembler des preuves de corruption au sein des forces de l'ordre. Ces efforts ont permis de démasquer plusieurs policiers et procureurs qui recevaient des pots de vin du groupe criminel. Le commandant Fournier, qui avait tenté de piéger Jean-Pierre, s'est avéré être l'un des participants les plus corrompus du réseau. Lors d'une perquisition à son domicile, d'importantes sommes d'argent et des documents confirmant la réception de pots de vin ont été trouvés. Il a été arrêté et a fait des aveux complets. On m'a donné pour mission d'accuser Martin à tout prix, a avoué Fournier. On a déposé de l'argent, fabriqué de faux documents bancaires et acheté des témoins. Il fallait en faire le bouc émissaire pour détourner les soupçons des vrais organisateurs. L'affaire a eu un large écho dans les médias. Désormais, les journalistes présentaient Jean-Pierre comme un héros qui avait aidé à démanteler un réseau criminel international. L'opinion publique s'est retournée en sa faveur, mais le goût amer des accusations passées est resté. Françoise se rétablissait progressivement. Le stress des événements avait nui à sa santé, mais le soutien moral de ses proches et la conscience que la justice avait triomphé l'aidaient à récupérer. Chloé est retournée à ses études et a brillamment obtenu son diplôme. Ses camarades de classe, qui l'évitaient auparavant, étaient maintenant fiers de connaître la fille de l'homme qui avait aidé la police à résoudre une affaire majeure. Mais les problèmes n'étaient pas terminés. Les membres du groupe arrêté avaient des liens avec d'autres structures criminelles qui pourraient tenter de se venger de l'échec de l'opération. L'enquêtrice Valois a mis en garde contre un danger possible. Garnier a témoigné contre ses protecteurs dans d'autres régions, a-t-elle expliqué. Ces personnes pourraient tenter de le faire taire, et par la même occasion, de s'en prendre aux témoins clés. Les mesures de protection pour la famille de Jean-Pierre ont été prolongées. La surveillance de la maison et de la chambre d'hôpital s'est poursuivie, bien que de manière plus discrète. Jean-Pierre comprenait que la sécurité totale ne serait assurée qu'après la fin de tous les procès. Parallèlement, les arrestations de fonctionnaires corrompus ont commencé dans d'autres régions. Les témoignages de Garnier et les documents saisis ont permis d'identifier des dizaines de corrompus de différents niveaux. Les services anticorruption travaillaient à plein régime. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, disait le détective Valentin. Le trafic d'êtres humains n'était qu'un des aspects de l'activité de l'organisation. Il s'occupait de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, de contrebande d'armes. Jean-Pierre comprenait de plus en plus dans quel jeu sérieux il s'était retrouvé impliqué. Ce qui avait commencé comme une simple tentative de gagner de l'argent pour le traitement de sa femme s'était transformé en une participation au démantèlement d'un réseau criminel international au chiffre d'affaires de plusieurs millions. Le procès des membres du groupe criminel a commencé 6 mois après leur arrestation. Le processus s'est déroulé sous haute sécurité. La salle d'audience était bouclée. Les témoins déposaient derrière un paravent. Le public n'était pas admis. Trop de personnes influentes avaient intérêt à ce que l'affaire ne soit pas ébruitée. Jean-Pierre a témoigné en tant que principal témoin à charge. Son témoignage était d'une importance capitale pour prouver la culpabilité des chefs du groupe. Les avocats de la défense ont tenté de le présenter comme un complice, mais les preuves étaient trop convaincantes. L'accusé Martin ne savait pas qu'il y avait des personnes dans la remorque, a déclaré le procureur dans son réquisitoire. Il a été victime d'un stratagème criminel et, grâce à ses actions, il a aidé à sauver la vie de 11 personnes et à démasquer un réseau international de trafiquants d'êtres humains. Garnier a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Ses plus proches complices, de 10 à 15 ans. Les fonctionnaires corrompus ont écopé de peines de 3 à 8 ans, avec interdiction d'exercer des fonctions publiques.
Les migrants sauvés ont témoigné par l'intermédiaire d'interprètes, confirmant les conditions cruelles de détention et de transport. Plusieurs personnes ont obtenu le statut de réfugiés et sont restées en France. Les autres ont été expulsés vers leur pays d'origine avec des garanties de sécurité. Après la fin du procès, Jean-Pierre a ressenti un immense soulagement. La justice avait été rendue. Les criminels étaient punis. Son nom était lavé de tout soupçon. Mais le prix de cette victoire était élevé. La santé de Françoise avait sérieusement souffert du stress. Plusieurs mois de traitement intensif ont permis de stabiliser son état, mais les médecins l'ont averti de la nécessité d'éviter les tensions nerveuses. Ses problèmes cardiologiques pouvaient s'aggraver à tout moment. Chloé, bien qu'ayant obtenu son diplôme avec mention, avait perdu une année de sa vie à cause du stress et du scandale. De nombreux employeurs se souvenaient des publications négatives et n'étaient pas pressés de lui offrir un emploi. Elle a dû commencer sa carrière dans une petite entreprise pour un salaire modeste. Jean-Pierre lui-même a également rencontré des problèmes d'emploi. Bien qu'il ait été officiellement reconnu innocent, de nombreux employeurs craignaient d'avoir affaire à un homme dont le nom avait figuré dans une affaire criminelle retentissante. Sa réputation dans le milieu professionnel était entachée. La situation financière de la famille était compliquée. Le traitement de Françoise avait coûté cher. Les économies avaient été dépensées pour les avocats et le détective privé. Ils ont dû vendre leur maison de campagne et leur voiture pour joindre les deux bouts. Durant cette période difficile, l'aide est venue d'un côté inattendu. Une organisation de défense des droits de l'homme, qui avait suivi l'affaire, a proposé à Jean-Pierre un poste de consultant sur les questions de traite des êtres humains. Le salaire était modeste, mais le travail avait du sens. Votre expérience est unique, a expliqué la directrice de l'organisation, Hélène Lambert. Vous savez de l'intérieur comment fonctionnent les réseaux criminels, comment ils trompent les gens honnêtes. Cela aidera à prévenir des cas similaires à l'avenir. Jean-Pierre a accepté. Son nouveau travail consistait à donner des conférences aux chauffeurs des entreprises de transport, à conseiller les forces de l'ordre, à participer à des conférences sur la lutte contre la traite des êtres humains. Peu à peu, la vie a commencé à s'améliorer. Françoise s'est complètement rétablie et a pu reprendre le travail. Chloé a trouvé un bon emploi dans une entreprise internationale, où sa connaissance des langues étrangères s'est avérée précieuse. La famille a déménagé dans un autre quartier de la ville, loin de l'endroit où on les connaissait pour cette histoire scandaleuse. Les nouveaux voisins les traitaient normalement, ignorant les événements passés. Jean-Pierre recevait parfois des lettres de personnes que son histoire avait aidé à éviter des pièges similaires. Des chauffeurs le remerciaient pour ses avertissements sur les schémas frauduleux. Des proches de personnes disparues lui demandaient conseil. Peut-être que tout ce qui s'est passé n'était pas en vain, disait Françoise. Tu as aidé beaucoup de gens, sauvé des vies, démasqué des criminels. Mais la nuit, allongé dans son lit, Jean-Pierre se souvenait encore de ce jour de février où il avait accepté cette offre alléchante. Une seule mauvaise décision avait failli détruire toute sa vie, mais avait finalement conduit au triomphe de la justice. Un an après la fin du procès principal, le processus des actions civiles a commencé. Les migrants sauvés, avec le soutien d'organisations de défense des droits de l'homme, ont demandé une indemnisation pour le préjudice moral et physique causé par les organisateurs du réseau. Jean-Pierre a témoigné, confirmant les conditions dans lesquelles les personnes étaient détenues. Le tribunal a jugé les demandes des victimes fondées et a accordé à chacun une indemnisation de 10 000 €. L'argent devait être prélevé sur les biens saisis du groupe criminel, mais la plupart des actifs avaient été transférés dans des paradis fiscaux et restaient inaccessibles. À cette époque, des représentants d'une chaîne de télévision nationale ont contacté Jean-Pierre avec la proposition de réaliser un film documentaire sur l'affaire. L'histoire d'un simple routier qui avait aidé à démanteler un réseau criminel international a semblé digne d'intérêt aux producteurs. C'est un sujet social important, a insisté la réalisatrice Anne Leroy. Les gens doivent savoir comment fonctionnent les escrocs, comment se protéger de tels schémas. Jean-Pierre a accepté de participer au tournage à condition que l'identité de sa famille soit protégée au maximum. Le film a été tourné pendant plusieurs mois, reconstituant la chronologie des événements et interviewant les participants au procès. Le documentaire Un bruit dans la remorque a été diffusé en prime time et a obtenu des taux d'audience élevés. Les téléspectateurs ont compati avec le personnage principal et se sont indignés des agissements des criminels. Un débat sur le problème de la traite des êtres humains et de la corruption s'est engagé sur les réseaux sociaux. Après la sortie du film, Jean-Pierre a reçu de nombreuses offres d'emploi. Des entreprises de transport l'ont invité comme consultant en sécurité, les forces de l'ordre comme instructeur pour la formation des agents.
Il a choisi l'offre de l'École nationale supérieure de la police, où on lui a proposé de donner un cours sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le salaire était décent, le travail intéressant et socialement significatif. Les cadets doivent connaître des histoires vraies, expliquait le directeur de l'école, le général Moreau. Votre expérience les aidera à mieux comprendre la psychologie des criminels et des victimes. Les cours de Jean-Pierre étaient populaires parmi les auditeurs. Il ne parlait pas seulement des schémas criminels, mais aussi du côté humain du problème, de la façon dont des gens ordinaires deviennent victimes des circonstances. Pendant ce temps, sa fille Chloé a fait une carrière réussie dans une organisation internationale de défense des droits de l'homme. Son mémoire sur la traite des êtres humains, basé sur l'expérience de son père, a été très apprécié par les experts et publié dans une revue spécialisée. « Je suis fier que mon père n'ait pas eu peur et qu'il ait mené l'affaire jusqu'au bout », a-t-elle déclaré dans une interview. Son exemple montre qu'une personne ordinaire peut s'opposer au crime organisé. Françoise s'est complètement rétablie et a repris son travail d'infirmière dans un hôpital de la ville. Ses collègues la traitaient avec respect, connaissant les épreuves qu'elle avait traversées. Elle parlait souvent aux jeunes soignants de l'importance de ne pas rester indifférent à la détresse d'autrui. Le détective Valentin, qui avait aidé la famille dans les moments les plus difficiles, est devenu un ami proche. Son agence privée prospérait, en grande partie grâce à la réputation acquise lors de l'affaire Martin. Des personnes dans des situations similaires faisaient appel à lui. L'enquêtrice Valois a été promue et a pris la tête du service de lutte contre le crime organisé. Elle faisait régulièrement appel à Jean-Pierre comme consultant pour de nouvelles affaires liées à la traite des êtres humains. Les criminels perfectionnent constamment leurs méthodes, disait-elle. Nous avons besoin de gens qui comprennent leur psychologie de l'intérieur. 4 ans se sont écoulés depuis cette nuit de février sur l'autoroute. La vie de la famille Martin avait radicalement changé, mais pour le mieux. Ils s'étaient fait de nouveaux amis, avaient trouvé leur vocation dans la lutte contre la criminalité, et avaient obtenu la reconnaissance publique. Jean-Pierre intervenait souvent lors de conférences, racontant son histoire à des étudiants, des chauffeurs, des représentants d'organisations publiques. Chaque fois, il soulignait l'idée principale, il ne faut pas rester indifférent à la détresse d'autrui. Ces gens dans ma remorque auraient pu mourir, disait-il. J'ai entendu leurs coups et je ne suis pas passé outre. Chacun d'entre vous peut se retrouver dans une situation similaire. L'important est de ne pas avoir peur d'agir selon sa conscience. 6 ans plus tard, le nom de Jean-Pierre Martin était devenu un symbole de courage civique dans la communauté professionnelle des routiers. Son histoire a été incluse dans les programmes de formation des instituts de transport. On en parlait dans les cours de perfectionnement des chauffeurs. Elle était étudiée par les agents des forces de l'ordre. Jean-Pierre continuait de travailler à l'école de police, mais ses responsabilités s'étaient élargies. En plus de donner des cours, il participait à l'élaboration de manuels méthodologiques sur la détection et la prévention de la traite des êtres humains. Ces recommandations étaient utilisées par les entreprises de transport de tout le pays. Au fil des ans, il a aidé à prévenir plusieurs crimes similaires. Les chauffeurs qui avaient suivi ces cours se sont plusieurs fois manifestés avec des propositions suspectes. Grâce à leur vigilance, l'activité de plusieurs groupes criminels a pu être stoppée. Le plus important est d'apprendre aux gens à reconnaître le danger, expliquait Jean-Pierre lors d'une conférence. Un paiement trop généreux, une précipitation étrange, la nervosité du client. Tout cela doit alerter. Françoise est devenue cadre de santé dans son service à l'hôpital. Son expérience du stress et de la maladie l'a aidé à mieux comprendre les patients, à trouver une approche avec leur famille. Ses collègues lui demandaient souvent conseil dans des situations complexes. Chloé travaillait au bureau parisien d'une organisation internationale de lutte contre la traite des êtres humains. Sa carrière évoluait avec succès. Elle avait fait des stages en Europe, participé à de grands projets, rédigé des rapports d'analyse. L'histoire de notre famille m'a montré que la justice est possible, disait-elle à ses collègues. Mais il faut se battre pour elle, ne pas baisser les bras face aux difficultés. La famille a déménagé dans une nouvelle maison en périphérie de la ville. Jean-Pierre a acheté un terrain et a construit de ses propres mains un petit chalet confortable. Le travail manuel l'aidait à évacuer le stress, à se distraire des souvenirs difficiles. Dans le jardin derrière la maison, il a installé une plaque commémorative en l'honneur des 11 personnes qu'il avait réussi à sauver cette nuit de février. Tous ne sont pas restés en France. Certains ont obtenu l'asile dans des pays européens, d'autres sont rentrés chez eux. Mais tous étaient en vie, et c'était le principal. Le détective Valentin est devenu le parrain du petit-fils de Jean-Pierre, le fils de Chloé,
né d'un heureux mariage avec un collègue de travail. Les liens familiaux, renforcés par les épreuves communes, se sont avérés plus solides que de nombreux liens de sang. Jean-Pierre recevait régulièrement des lettres et des messages de personnes de tout le pays. Des chauffeurs le remerciaient pour ses avertissements. Des victimes de la traite demandaient conseil. Des étudiants posaient des questions sur l'éthique professionnelle. « Votre histoire a changé ma vie », écrivait un des routiers. « J'ai appris à ne pas courir après l'argent facile, à toujours vérifier les clients, à faire confiance à mon intuition. » L'État a reconnu les mérites de Jean-Pierre. Il a reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement. Son nom a été inscrit au livre d'honneur du ministère de l'Intérieur. Une pension spéciale lui a été attribuée pour services exceptionnels rendus à la société. Mais la plus grande récompense pour lui restait la conscience d'avoir sauvé des vies humaines et d'avoir contribué au triomphe de la justice. Chaque année, à l'anniversaire des événements, la famille se réunissait autour de la table, se remémorant le chemin parcouru. « Nous avons traversé beaucoup de choses », disait Jean-Pierre en levant son verre lors du dîner de famille. « Mais nous avons tenu bon et nous avons aidé les autres. Cela n'a pas de prix. » Garnier purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité. Selon les informations de l'enquêtrice Valois, il était gravement malade et ne vivrait probablement pas jusqu'à la fin de sa peine. La justice avait été rendue, mais le prix du crime était élevé pour tous les participants. Jean-Pierre pensait parfois à ce qu'aurait été sa vie si cette nuit-là il ne s'était pas arrêté, n'avait pas ouvert la remorque, n'avait pas appelé les secours. Peut-être aurait-il vécu tranquillement, ignorant la tragédie qu'il avait aidé à prévenir. Mais il ne regrettait pas son choix. Sa conscience était tranquille, sa famille heureuse, son travail lui apportait satisfaction, et surtout, il avait réussi à prouver qu'un homme ordinaire est capable de s'opposer au mal s'il ne perd pas son humanité. 10 ans se sont écoulés depuis cette nuit de février où un coup dans une remorque vide a changé la vie de la famille Martin. Jean-Pierre se préparait à prendre sa retraite, faisant le bilan des années passées et des résultats obtenus. Pendant ce temps, il avait aidé à prévenir des dizaines de crimes, sauvé des centaines de victimes potentielles de la traite des êtres humains. Ces méthodes d'enseignement ont été incluses dans le programme obligatoire de formation des chauffeurs de transport commercial. Aucune entreprise de transport dans le pays ne pouvait obtenir une licence sans avoir étudié le cours sur la lutte contre l'utilisation des transports à des fins criminelles, basé sur l'expérience de Jean-Pierre. À l'école de police, une salle a été baptisée à son nom. L'auditorium Jean-Pierre Martin, où se déroulaient les cours sur la lutte contre la traite des êtres humains. Des invités de marque étaient présents à l'inauguration, le ministre de l'Intérieur, le procureur général, des représentants d'organisations internationales. Monsieur Martin a montré l'exemple de la façon dont la position civique d'un seul homme peut changer la situation à l'échelle de tout un pays, a déclaré le ministre dans son discours. Son expérience est devenue la base de la création d'un système efficace de lutte contre la traite des êtres humains. À cette époque, Françoise dirigeait une association régionale de professionnels de la santé. Ces programmes de réadaptation pour les victimes de la traite ont été reconnus internationalement et mis en œuvre dans d'autres pays. Sa santé était complètement rétablie. Elle était pleine d'énergie et de projets. Chloé avait soutenu sa thèse de doctorat et travaillait comme directrice adjointe du Centre international de lutte contre l'esclavage moderne. Ses recherches étaient citées dans des revues scientifiques. Elle intervenait régulièrement lors de conférences de l'ONU et d'autres forums internationaux. Le petit-fils de Jean-Pierre, Daniel, âgé de 8 ans, connaissait déjà l'histoire de son grand-père et en était fier. À l'école, quand on demandait aux enfants de parler des héros de leur famille, il parlait toujours de son grand-père qui avait sauvé des gens et attrapé les méchants. En cette année anniversaire, le livre de Jean-Pierre, Le coup de la conscience, a été publié. Il y racontait en détail son histoire et donnait des conseils pratiques pour prévenir de tels crimes. Le livre est devenu un best-seller. Il a été traduit en plusieurs langues. Je voulais que les gens comprennent que chacun de nous peut se retrouver à ma place, expliquait Jean-Pierre lors de la présentation du livre. L'important est de ne pas perdre son humanité et de ne pas ignorer la détresse d'autrui. Le détective Valentin, devenu un ami de la famille, dirigeait à cette époque une grande agence de détectives privés. Ses méthodes de travail, affinées sur l'affaire Martin, étaient considérées comme une référence dans le milieu professionnel. L'enquêtrice Valois avait obtenu le grade de commissaire général et dirigeait la direction centrale de la police judiciaire. Elle invitait souvent Jean-Pierre comme expert dans les enquêtes sur des affaires particulièrement complexes. « Votre expérience est unique », disait-elle. « Vous avez vu le schéma criminel de l'intérieur, vous comprenez la logique de ses organisateurs. Cela nous aide à travailler en amont. »
À la veille du 10e anniversaire des événements, Jean-Pierre a reçu une lettre inattendue. C'était un des migrants sauvés, Ahmed, qui avait réussi à obtenir l'asile en Norvège et travaillait maintenant comme interprète au service de l'immigration. Cher Jean-Pierre, 10 ans se sont écoulés depuis cette nuit où vous avez sauvé notre groupe. Pendant ce temps, j'ai appris la langue, j'ai fait des études, j'ai fondé une famille. J'ai eu 2 enfants, un fils et une fille. J'ai appelé mon fils Victor, en votre honneur. Il saura à qui il doit la vie. Mes plus profonds respects à vous et à votre famille. Jean-Pierre a tenu la lettre longtemps entre ses mains, relisant les lignes. C'était la plus belle récompense pour toutes les difficultés endurées, savoir que son acte avait aidé des gens à trouver une nouvelle vie. Le jour du 10e anniversaire, la famille Martin s'est traditionnellement réunie autour d'une table de fête. Tout le monde était là, enfants, petits-enfants, amis proches. Jean-Pierre a porté un toast à notre capacité à entendre le battement du cœur d'autrui et à ne pas rester indifférent. Au fait que la justice est possible si l'on se bat pour elle. À notre famille, qui a surmonté toutes les épreuves et en est sortie encore plus forte. Dehors, la neige tombait, la même que cette nuit de février 10 ans plus tôt. Mais c'était maintenant une autre vie, remplie de sens, de fierté pour ce qui avait été accompli et de confiance en l'avenir. Jean-Pierre répétait souvent à ses jeunes collègues, « La vie ne se mesure pas au nombre d'années vécues, mais au nombre de personnes que tu as pu aider. » Et il savait avec certitude que sa vie n'avait pas été vécue en vain.